Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui m'a littéralement détruit le cerveau. Il y a un peu plus d'un an, un grand ami de cette chaîne, Théo, avait fait une vidéo où il critiquait entre autres le fait que les youtubeurs beauté nous vendent sans vergogne des produits à des prix de plus en plus exorbitants. On nous demande d'acheter 4, 5 palettes hors de prix tous les mois. C'est pas possible. Oh mais c'est exceptionnel. Mais j'espère bien qu'à ce prix-là c'est exceptionnel. Mais c'est pas justifié un prix pareil. C'est absolument pas où est passé le prix. C'est clairement aussi une impression que j'avais et je me suis demandé est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est vrai? Et alors, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que j'adore me poser des questions, que j'adore encore plus y répondre et surtout que j'adore les stats, alors c'est ce que j'ai fait. Soyons clairs, je n'ai pas de réponse définitive à cette question, seulement j'ai des hypothèses que j'aimerais partager avec vous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Sur la période de l'été 2022, j'ai regardé une soixantaine de vidéos venant d'une dizaine de youtubeurs d'un peu toutes les tailles et tous les âges. Et j'ai noté les produits dont on parlait. Merci de ne pas envoyer des messages ou laisser des commentaires méchants à ses créateurs. L'équipe de Josette la Chaussette condamne le harcèlement et invitons les gens qui pourraient en avoir l'idée à s'asseoir sur des cactus. Des gros cactus. Soyons clairs, ça n'a strictement rien de scientifique. C'est un petit échantillon, clairement il en faudrait beaucoup plus sur une période beaucoup plus longue, et surtout il y a une grosse part de subjectif. Typiquement, est-ce que tu notes un produit s'il est mentionné en passant? J'ai considéré que si j'avais l'impression qu'on m'en faisait la pub, oui. Je pense clairement que j'aurais pas exactement les mêmes résultats si je faisais l'expérience aujourd'hui. J'aurais pu continuer pour avoir un plus gros échantillon, mais j'ai préféré arrêter l'expérience pour des raisons que je détaillerai plus tard. Au final, je me suis retrouvée avec 1200 produits toutes catégories confondues, avec une moyenne de prix affichée à l'écran. Sans surprise, les produits les plus chers sont les fards à paupières et les fonds de teint qui coûtent une moyenne proche des 40 €, donc on est quand même plutôt dans du moyen haut de gamme. Les moins chers étant les eyeliners, bases à paupières et crayons à lèvres pour une moyenne proche des 15 €. Le prix d'un maquillage moyen s'élevant du coup à 371 €, ce qui commence à coûter assez cher en effet et qui a tendance à confirmer les propos de Théo. Maintenant creusons un peu plus la question et regardons les marques les plus populaires. Si on prend les 5 marques les plus citées, on a NYX, Beauty Bay, Huda Beauty, Charlotte Tilbury et Révolution. On a donc 2 marques haut de gamme et 3 marques à plus petit prix, sachant que ce classement global n'est pas exactement le même mais reste quand même assez stable si on prend comme facteur la taille des youtubeurs et l'âge. Considérons ce classement global pour l'instant. Pourquoi ces marques-là sont plus citées que les autres? Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est évidemment sans surprise le facteur nouveauté. Ce n'est pas vraiment un secret que pour faire des vues et gagner des abonnés sur le YouTube beauté, il faut parler des derniers produits qui sortent, qui font le buzz, et c'est en grande partie ça qui crée le cercle vicieux de surconsommation. Parce qu'on a clairement l'impression que toutes les semaines on a un nouveau produit trop bien qui va nous changer la vie et qu'il faut donc acheter. Alors c'est assez vrai pour les gros youtubeurs qui changent de produits à chaque vidéo, ça l'est un peu moins pour les créateurs de plus petite taille qui recyclent pas mal les produits d'une vidéo sur l'autre. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé de noter 2 fois de suite exactement les mêmes produits entre 2 vidéos et de ne pas m'être rendu compte tout de suite que je venais de revisionner exactement la même vidéo. C'est à cause de cet effet nouveauté que je ne pense pas avoir les mêmes résultats aujourd'hui. Des marques comme Hauselab ou REM qui ont eu de grosses sorties en 2022 seraient clairement beaucoup plus bas dans le classement. Pour les marques du top 5, Charlotte Tilbury et Huda Beauty venaient de sortir un concealer, Beauty Bay sort régulièrement des palettes abordables, donc les créateurs de contenu peuvent parler d'une nouveauté tendance sans trop casser le porte-monnaie. Révolution bombarde sans arrêt de nouvelles sorties, donc les créateurs peuvent faire régulièrement des vidéos thématiques avec des nouveautés, et pareil pour NYX. Donc ça c'est le premier critère. Maintenant je pense qu'il faut en considérer un deuxième que j'appellerais les produits stables, c'est-à-dire les produits qui existent depuis très longtemps et qui sont considérés comme des classiques à posséder par beaucoup de gens. Typiquement, tu cherches un eyeliner, le Epic Ink de chez NYX, une poudre pour les yeux, tu as celle de Huda ou de Charlotte Tilbury, un blush, l'orgasme de chez NARS. Vous voyez du plaque? Les cartes Philippe, ça marche toujours aussi bien. Bref, vous avez compris l'idée. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on décrète qu'un produit est un classique? Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Parce que cet eyeliner-là est très bien, hein, mais ça reste un eyeliner, et des échos que j'en ai eu avec le temps, il va soit sécher vite, fuir, avoir des poils qui se détachent, c'est un peu la roulette russe des conclusions pourries. Alors, pourquoi ce produit-là? Et pourquoi même certaines nouveautés font le buzz alors qu'il y a tellement de sorties en permanence? Disons que j'ai une hypothèse qui m'est venue à l'esprit après avoir vu une vidéo de Richard. Pour anti-cerne, je vais rester sur celui de chez Huda Beauty, le faux filter concealer. D'ailleurs, j'ai revu Huda la semaine dernière, elle est revenue à Paris avec sa sœur Mona. Franchement, mais c'est tellement un plaisir de la revoir. De toute façon, j'ai toujours adoré Huda, je l'avais rencontrée pour la première fois en 2017, ou même 2016, j'avais été à Dubaï filmer une vidéo avec elle. Pour moi, je les mets un peu
de manière égale avec Anastasia. C'est des personnes mais tellement humbles, tellement gentilles, tellement supportrices. Enfin, Huda avait quand même partagé sur son Instagram mes 2 collections avec Sephora, enfin, alors qu'elle me doit rien, je suis personne. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment super agréable. Et quand on voit des personnes de ce niveau-là, avec cette carrière qui reste simple, gentil et qui sont là pour aider les autres et bienveillants, ça fait tout simplement du bien et ça donne foi un peu plus en l'humain. Oh non mais je suis tellement d'accord. Oh elle est tellement merveilleuse cette fille. Cette fille est vraiment une sainte. Non, c'est totalement désintéressé qu'elle vienne l'aider. Totalement. D'ailleurs, il est en train de présenter son produit, là, non? Il fait ça juste pour l'aider à elle parce qu'il est gentil et qu'il l'aime bien. Et... disons que c'est comme ça que fonctionne l'être humain. C'est comme si un politicien faisait la même chose, on lui dirait qu'il est corrompu. Mais là, on dit juste que... ils sont gentils. Moi aussi, je pourrais fonctionner comme ça. Enfin, si j'étais humaine. Mais il se trouve que je suis une chaussette. Et donc je suis merveilleuse. On rigole un peu mais c'est dans un esprit bon enfant. Merci de ne pas lui envoyer de haine. Alors peut-être qu'Huda est une sainte absolue qui a sauvé les bébés otaries orphelines, ou peut-être qu'elle est diabolique et qu'elle sacrifie des chatons dans sa cave pour déclencher le réveil de Cthulhu. Je n'en sais absolument rien. Honnêtement, je m'en fous. Je dis juste qu'il me faut un peu plus qu'un partage ou qu'un like pour juger du caractère des gens. Seulement, mettons-nous 2 secondes dans la peau de Richard. Imagine tu as reçu 50 anti-cernes qui sont souvent de qualité équivalente. Tu vas donner la priorité auquel? À celui d'une marque de gens inconnus au bataillon? Ou celui de la sainte Huda que tu admires et que tu as rencontré en soirée ou dans un voyage tout frais payé et qui a été gentil avec toi? Et c'est là qu'on voit le côté vicieux du marketing d'influence. Les marques mises en avant par les influenceurs, ce ne sont pas spécialement les marques de luxe, c'est les marques avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont de bonnes relations, les marques avec qui ils ont eu des vidéos sponsorisées avant, sponsorisation pas toujours transparente au passage, Charlotte, des marques avec lesquelles ils ont eu des collaborations, des soirées, des voyages, et le pire c'est que tu n'as pas besoin de payer tous les influenceurs si les gros parlent de toi. Les plus petits qui les suivent et les admirent vont en parler aussi. Bienvenue dans la pyramide. Alors encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, et surtout qu'on soit clair, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est parfaitement compréhensible et humain. Les influenceurs n'ont pas inventé le networking, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Mais c'est pour ça que c'est très important pour nous, en tant que consommateurs de contenu, d'avoir conscience de comment ça fonctionne, parce que malheureusement, c'est redoutablement efficace. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Personnellement, je suis une youtubeuse qui pousse les gens à une consommation plus raisonnée, surtout dans le domaine du maquillage. Eh bien, pendant les recherches pour cette vidéo, je suis rentrée dans un Sephora pour voir les dernières nouveautés comme je le fais régulièrement, et j'ai fini par passer devant un produit en me disant « Ah, mais c'est parfait! C'est exactement ce qu'il me fallait! » Je me suis retrouvée avec ce produit dans la main, en direction de la caisse avant de m'arrêter. Mon Dieu, Josette! Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai posé l'article, fui le magasin en courant et j'ai vite arrêté les visionnages de vidéos après ça. Mais maintenant, imaginez, si ça a failli marcher sur moi qui suis une consommatrice raisonnée, parfaitement consciente de comment fonctionne le système. Imaginez juste les ravages que ça peut faire sur un public jeune et influençable. Ça montre clairement l'importance de la transparence et tout le bénéfice de la loi sur l'influence de 2023. Elle force les influenceurs à ajouter la mention collaboration commerciale ou publicité dès qu'il y a contrepartie pour du contenu, que ce soit des paiements, des pourcentages sur les ventes, des produits gratuits, des voyages ou même juste des invitations à des soirées. Elle interdit aussi la promotion de produits risqués comme la chirurgie esthétique, l'alcool, le tabac, les produits financiers, les médicaments sans ordonnance, les paris sportifs, etc. Ça ne donne pas l'historique des relations d'un influenceur avec une marque, mais c'est déjà un bon début. J'aimerais, en dernier point, vous rajouter une réflexion qui me paraît assez essentielle. Les 5 marques que vous voyez représentent un gros échantillon du marché du maquillage en France. En effet, typiquement, la position de NYX en numéro 1 peut paraître très étrange. Qu'est-ce que cette marque a de spécial? Eh bien, NYX fait partie du groupe L'Oréal, comme environ 11,8% des produits que j'ai notés. Beauty Bay et Révolution sont 2 très gros sites de vente de maquillage. Enfin, Huda Beauty a des investisseurs particuliers et Charlotte Tilbury fait partie du groupe Puig, qui regroupe principalement des marques de designers. Mais surtout, ce sont les 2 marques vitrines de Sephora. Sephora faisant partie du groupe LVMH comme 9,6% des produits que j'ai mentionnés, mais le truc le plus drôle à noter, c'est que 50% des produits des statistiques qu'on a récoltés sont vendus soit sur Sephora France, Sephora UK ou Sephora US. Ce classement me paraît beaucoup moins étonnant d'un coup, et je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça rentabilisera un peu le nombre d'heures indécentes que j'ai passé dessus.
Je pense que je ferai une vidéo dans le futur sur quel groupe possède quelle marque parce que ça permet d'avoir un autre regard. Par exemple, quand tu vois une influenceuse partir en voyage avec Nars et parler des produits Shiseido juste après. Disons que c'est intéressant. Si vous avez des questions sur nos stats, en tout cas, n'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre.